Bonjour Monsieur Andreu, nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines et lors de ce rendez-vous, je vous ai parlé d'un nouveau produit sorti chez NRB contenant des polyphénols. Et directement, vous avez marqué votre intérêt sur ces polyphénols. On en a discuté assez longuement et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de pouvoir rappeler à tout un chacun ce qu'était un polyphénol et l'intérêt de ceci. Euh, pour les présentations, pour la brève présentation, vous êtes écrivain scientifique spécialisé dans la santé, en nutrition et micronutrition. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle Le régime anti-âge et vous êtes occupé également d'écrire un nouveau livre, si je ne me trompe pas, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et d'abord, merci de répondre à ces questions et présentez-vous un peu pour que ceux qui ne vous connaissent pas apprennent à vous connaître. Alors, merci de votre confiance, hein. Avant d'être écrivain scientifique, je suis technicien de laboratoire de formation. Donc, mon expérience, bon, c'est surtout une expérience personnelle. Donc, elle vaut ce qu'elle vaut. Et, euh, et donc, effectivement, donc, j'ai écrit mon premier livre, Le régime anti-âge. Et là, actuellement, donc, à l'occasion d'une rencontre avec le docteur Résimon, nous sommes en train de finaliser un livre plus ambitieux, un guide de médecine fonctionnelle. Donc, effectivement, c'est à l'occasion de la rédaction de ce guide que je me suis intéressé d'un peu plus près aux polyphénols et donc à leurs multiples propriétés. Voilà, donc initialement, donc je travaille effectivement à l'Institut Louis Malardé à Tahiti. C'est un institut de recherche qui contient plusieurs départements, donc en entomologie, ça c'est pour les moustiques, en virologie, on travaille sur la dengue, on a travaillé sur le Zika. Donc, il y a un secteur également sur la filariose et un laboratoire d'analyse médicale, puisque c'est notre institut en fait qui procède tous les tests actuels de dépistage sur le Covid-19 hein, par RT-PCR. Ben voilà, merci pour cette présentation. Et on attend le livre avec impatience, évidemment. Pouvez-vous nous expliquer ou rappeler à tout le monde ce qu'est un polyphénol? Oui, donc les polyphénols en fait sont des composants, des métabolites qui sont synthétisés naturellement par les plantes, les fruits, les légumes, les céréales. On en trouve aussi dans les aromates, dans le chocolat, le thé, le café. Donc, ils sont synthétisés par les plantes en réponse à en fait, des agressions du milieu extérieur. Et, et donc, il faut un certain stress hein, pour que ces polyphénols soient produits. C'est pour cela qu'on en trouve plus facile, en plus grand nombre, on va dire, dans les produits de culture biologique. C'est surtout vrai, notamment pour la quercétine et pour les anthocyanines des fruits rouges. Donc, c'est une grande famille hein, avec des flavonols, des isoflavones, des anthocyanines, des stilbènes, des lignanes. Ils ont tous en commun ce fameux noyau phénol. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Okay. Quel, quel rôle est-ce qu'un polyphénol va jouer dans le renforcement du système immunitaire? Alors, avant de parler de l'immunité, je voudrais rappeler les propriétés multiples et nombreuses des polyphénols. En fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient efficaces dans la prévention de l'asthme, des allergies, de l'hypertension, du cancer, des maladies cardiovasculaires, du diabète, rien que ça, du vieillissement et également donc des infections. Donc, c'est cette dernière propriété donc, à laquelle je me suis intéressé et notamment au niveau de l'immunité, en fait, ils agissent sur ce qu'on appelle la, la chaîne, la réponse TH1 qui induit en fait la production d'interleukines et d'interférons gamma. Et c'est cette réponse immunitaire innée qui permet de détruire la cellule infectée en fait, par les virus. Donc, quels sont leurs rôles dans la prévention et le traitement des maladies virales et plus spécialement de ce qui nous intéresse, enfin, ce qu'on subit pour l'instant, c'est-à-dire le coronavirus? Alors, il y a eu plusieurs études de fait, bon, pas encore sur le Covid-19, bien sûr, mais dès 2003 en Asie, hein, quand il y a eu l'épidémie de SARS, donc les chercheurs se sont penchés sur les propriétés des stilbènes, et notamment donc, le chef de file des stilbènes que tout le monde connaît, c'est le fameux resveratrol, ce polyphénol que l'on trouve notamment dans le vin rouge et à qui on attribue, à tort ou à raison, je ne sais pas, le French paradox. Donc, ils ont produit plusieurs dérivés en fait hein, de stilbène
Et ils en ont trouvé deux qui, effectivement, inhibaient la réplication virale. Je crois que vous avez du vent chez vous, hein. Oui, le vent se met à souffler. Et, Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, oui, effectivement, vous êtes à Tahiti et on a 12 heures de décalage, vous et moi. voilà, c'est la nuit et le vent, les alizés commencent à apparaître. Donc, ça, c'est pour la première étude 2003. Bon, il y en a eu beaucoup d'autres, hein. Enfin, je dis la première, non, il y en a eu sans doute avant. Et donc, il y a d'autres études, en tout cas en 2017, qui ont démontré, toujours sur les stilbènes, qu'ils inhibaient donc, la réplication, notamment d'un autre coronavirus, donc le MERS-CoV, hein, le coronavirus de la fièvre respiratoire du Moyen-Orient. Donc, voilà pour les propriétés donc, prouvées au moins in vitro, hein, pour les polyphénols. Et votre sentiment, ou ce que vous pensez justement sur l'utilisation, vous nous en parliez tout à l'heure, de la quercétine dans la prévention et le traitement. Oui, alors du côté des flavonoïdes, la quercétine est peut-être le premier de la classe, en tout cas celui sur lequel on met le plus d'espoir en ce moment. Il y a une étude notamment de 2019 qui a démontré qu'elle était en bonne place, hein, pour inhiber les protéases du virus MERS-CoV. Et donc, cette quercétine était déjà connue pour ses propriétés contre le virus Zika qui a sévi en Polynésie en 2013, le virus de la dengue qui circule aussi en permanence chez nous, et d'autres virus contre la grippe, l'hépatite B, l'hépatite C, le virus Epstein-Barr. Donc, il devrait y avoir normalement une étude clinique sur 1000 patients en association avec l'Université de Montréal et le professeur Michel Chrétien. Si cette étude, donc j'ignore si les fonds ont permis de la réaliser, mais si cette étude venait le jour, ce serait très intéressant parce qu'elle pourrait éventuellement déboucher sur un traitement à très bas prix, hein, de l'ordre de 2 dollars par jour. Donc, ce serait vraiment très intéressant. Et puis, en plus, la quercétine est une molécule connue depuis longtemps, qui n'a pas de... Enfin, dans l'innocuité, enfin, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais, effectivement. Quand on parle des polyphénols, évidemment, beaucoup de gens pensent aux fruits, aux légumes, enfin voilà, à l'alimentation en premier, hein, parce que le rôle est d'en trouver dans l'alimentation. Est-ce que l'alimentation, justement, peut nous apporter des taux suffisants dans ces antioxydants, dans ces polyphénols? Oui, alors, enfin, je vais vous parler de mon expérience personnelle parce qu'il y a beaucoup de virus qui circulent ici, en milieu tropical. On a eu donc l'épidémie de Zika en 2013, qui ensuite s'est propagée dans d'autres pays du monde. Et durant cette épidémie, ce que j'avais remarqué à titre personnel, c'est que les gens qui ont souffert de douleurs articulaires sur une durée de plusieurs semaines avaient en général tous un terrain inflammatoire déficient. Et personnellement, ma famille, tout le monde l'a eu, hein, mes enfants l'ont eu, ma femme aussi, donc ils sont restés alités quelques jours. Et donc, j'ai fait une analyse à l'institut, donc les chercheurs de virologie m'ont dit que j'avais des anticorps, donc j'avais été en contact, mais sans développer de symptômes. Et en fait, c'est ce qui m'a amené à penser que le régime anti-inflammatoire que j'avais déjà à l'époque, avec les oméga-3, les épices, etc., et les compléments, plus les ajustements hormonaux que je commençais à faire, pouvaient jouer vraiment un rôle favorable. Et lorsque le chikungunya nous est tombé dessus, peu de temps après, en fait, j'ai fait les mêmes observations. Donc, tout ça, ça m'a conforté dans le fait que ce qui est prescrit en général en médecine fonctionnelle assure quand même globalement une bonne protection, ou en tout cas permet de réduire et de raccourcir au maximum la durée de l'infection. D'ailleurs, je voudrais rappeler, enfin, il y a quelque chose qui me surprend toujours, bon, les mesures qui sont préconisées par les autorités, je ne reviens pas dessus, elles sont excellentes, hein, les mesures de protection, d'hygiène pour limiter les vecteurs, etc. Mais on ne parle jamais justement de ce terrain immunitaire et inflammatoire, alors que c'est le seul point sur lequel on peut jouer pour essayer de rendre l'infection la plus bénigne possible, en fait. Et les mesures de confinement, c'est pareil, elles sont sans doute justifiées. En tout cas, je ne peux pas me permettre d'en juger, hein, je n'ai pas les connaissances.
mais elles ont quand même des effets délétères, notamment les gens qui, dans la panique, se sont précipités sur les pâtes, les céréales, le pain, qui sont quand même des produits connus pour activer l'inflammation au niveau intestinal, hein, via les cytokines. Et, le deuxième effet qui est un peu regrettable, c'est que le confinement, il intervient à la fin de l'hiver, à une période où, évidemment, les gens sont, pour beaucoup, déficitaires en vitamine D. Donc, et le fait de se confiner, ça n'améliore pas, hein, puisque bon, ça ne favorise pas l'exposition au soleil. Oui, si ce n'est nous, de plus, dans le nord de Je ne sais l'Europe. pas si j'ai répondu à votre question, du coup. Mais pas tout à fait. Mais vous m'avez devancé, oui, effectivement, sur la question plutôt sur est-ce que c'est important de supplémenter en polyphénol, et vous y avez répondu en partie, puisque ma question était, est-ce que dans l'alimentation, on trouve suffisamment de polyphénol? Oui, alors, il y a eu, notamment sur le problème de la synergie, on peut se poser la question, hein, puisqu'on on connaît l'importance de la synergie pour les vitamines et les minéraux. Et pour les polyphénols, en fait, ça a été démontré pareillement par l'Université de Laval que le fait d'associer certains polyphénols, ça permettait d'inhiber ou de ralentir justement les enzymes qui les dégradent. Donc, c'est un argument effectivement pour en associer plusieurs et ne pas en prendre qu'un seul. Au niveau alimentaire, on peut par exemple associer la pomme, le chocolat, le brocoli, les oignons, la fraise, le thé vert. Enfin, on peut faire plusieurs associations. Et le fait qu'en plus, les polyphénols ont des modes d'action qui peuvent être différents sur différents virus, donc c'est un deuxième argument pour les associer. Au niveau de leur concentration au niveau alimentaire, si on prend l'exemple de la quercétine, bon, on en trouve pas mal dans les capres, mais bon, ce n'est pas un aliment qu'on consomme en quantité, enfin pour ce qui me concerne en tout cas. On en trouve sinon dans la couche externe de l'oignon rouge. Euh, Sauf que les taux que l'on peut retrouver sont très variables selon les variétés, la saison, le mode de culture. Donc, en fait, il faudrait en manger plusieurs kilogrammes. Et vu que la biodisponibilité de la quercétine n'est pas non plus excellente, il faudrait en manger des kilogrammes pour avoir des quantités suffisantes. Donc, malheureusement, on est obligé de passer par la case supplémentation. Enfin, c'est mon point de vue, hein. Je pense effectivement, comme beaucoup de choses, maintenant, on rencontre un déficit de vitamines et de minéraux dans les fruits et légumes, dû probablement à l'usage intensif, à la culture intensive. Donc, donc c'est vrai que ça peut poser un problème. Mais voilà, je pense qu'on a fait déjà un premier bon tour de la question. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Juste, Soyons... Oui, dites-moi. juste pour conclure, donc effectivement, par rapport à la supplémentation, ce que je voulais dire, c'est que la plupart des études qui ont été réalisées sont des études in vivo, in vitro surtout, pardon. Il y a quelques études in vivo, mais ça manque surtout d'études cliniques. Donc, pour ce qui concerne la quercétine, donc, on met beaucoup d'espoir, hein, sur ce polyphénol. Et donc, il faut espérer évidemment comment dire, que ça suscite l'intérêt auprès des gros laboratoires, ce qui n'est pas évident, puisque la quercétine est une molécule naturelle qu'on ne peut pas breveter. Donc après, c'est aux autorités peut-être à stimuler les recherches à ce niveau-là. Et puis notamment, je pense que c'est effectivement au laboratoire à essayer de trouver des formes galéniques qui permettent d'améliorer sa biodisponibilité. Donc la supplémentation en polyphénol, pour moi, elle est importante, mais elle intervient donc dans un second temps, on va dire, après les fondamentaux, donc qui sont le régime anti-inflammatoire, l'éviction du gluten des produits laitiers, l'optimisation des taux de vitamine D, vitamine A, les oméga 3, au niveau des hormones, donc DHEA et hormones thyroïdiennes T3. Ça, ce sont les fondamentaux. Et effectivement, les polyphénols, c'est un plus intéressant. Au niveau de la quercétine, il faut savoir qu'il y a une enzyme, c'est assez connu depuis longtemps, la bromélaïne, hein, qu'on trouve dans l'ananas et le kiwi, qui en améliore à la fois l'absorption et l'efficacité. Oui, d'où l'intérêt effectivement des complémentations multifactorielles, multi-ingrédients. Oui. Exactement. Ok, ben voilà. Je vous remercie pour cette explication.
Je donnerai rendez-vous à tout le monde probablement pour encore une prochaine vidéo où on ira peut-être encore un peu plus loin sur le sujet ou pourquoi pas sur d'autres sujets si le cœur vous en dit, bien évidemment. Et, Avec plaisir. et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Merci, de même. À bientôt, Cédric. Au revoir. Merci, au revoir.